Nous sommes le 27 juillet 1214 aux environs d'un village nommé Bouvines. Dans la plaine, les étendards flottent au vent et deux armées se font face, prêtes à en découdre. D'un côté, le roi de France, Philippe Auguste et ses barons. De l'autre, l'empereur romain germanique Othon IV, entouré d'une armée coalisée réunie par le roi d'Angleterre, Jean sans Terre. Ce qui va devenir la célèbre bataille de Bouvines est sur le point de se dérouler sous nos yeux. Mais que s'est-il vraiment passé ce dimanche de juillet aux alentours de ce petit pont jeté sur la Marque ? Quelles sont les raisons qui ont poussé ces hommes de tous horizons à venir s'affronter le jour du Seigneur, où il est justement défendu de tirer l'épée ? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans ce premier numéro de Parabellum. Avant toute chose, imprégnons-nous du contexte de l'époque. Depuis la fin du IXe siècle, le pouvoir royal est affaibli. Le roi de France ne règne guère que sur le bassin parisien et a délégué son pouvoir à ses vassaux, donnant naissance à des principautés territoriales quasi indépendantes. Nous sommes alors en pleine période féodale. Dans le même temps, une nouvelle puissance émerge au nord, l'Empire Plantagéné. Descendants des ducs de Normandie, les Plantagénés disposent d'un royaume puissant et bien organisé, qui comprend bien sûr l'Angleterre, mais aussi sur le continent, la Normandie, la Bretagne, l'Aquitaine ou encore l'Anjou. Face à cela, le royaume de France fait bien pâle figure. Depuis Louis VI, une politique de reconquête de l'autorité royale a pourtant été entreprise, à la santé du roi Louis VI le Grand, poursuivie par Louis VII et aujourd'hui portée par Philippe Auguste. Et c'est justement par sa victoire sur l'ennemi extérieur qu'il va parvenir à faire l'unité autour de lui. Mais au juste, qui est Philippe Auguste ? Né en 1165 et couronné en 1179, Philippe II est sans conteste l'un des plus grands rois de France. Comme nous l'avons dit, c'est lui qui va poursuivre la politique de reconquête du royaume initiée par ses pères. En 1191, il acquiert par un habile jeu d'alliances matrimoniales les baronnies d'Artois, de Vermandois et d'Amiens, augmentant de près de 70% la taille du domaine royal. En 1204, c'est par les armes qu'il s'empare de la Normandie après avoir jeté la comice sur ces terres appartenant alors au roi Jean d'Angleterre, qui avait refusé, en tant que duc de Normandie, de prêter hommage à son suzerain. Cette perte lui vaudra le surnom moqueur de Jean sans Terre, alors qu'en parallèle, Philippe deviendra Auguste, fier prétendant à la succession de l'Empire romain. On en arrive à notre sujet. En 1213, le roi d'Angleterre, désireux de reconquérir ses terres, monte contre Philippe Auguste une coalition montée depuis l'Angleterre pour pas changer, réunissant entre autres l'empereur romain germanique contesté Othon IV, le comte de Boulogne Renaud de Damartin, ami d'enfance de Philippe, le comte de Flandre Ferrand de Portugal, le comte de Salisbury Guillaume de Longue-Épée, le comte de Hollande, le duc de Brabant et le duc de Lorraine. Ça fait du beau monde. À ses côtés, pour faire face à cette menace anglo-germanique appuyée par des comtes félons, le roi de France pourra compter sur son fils, le futur Louis VIII, Robert de Dreux, Eudes comte de Boulogne, le comte de Saint-Paul, le comte de Ponthieu, et bien sûr ses fidèles chevaliers, le plus célèbre étant Guillaume des Barres. Le plan de Jean sans Terre est simple. Pendant que lui et ses hommes débarquent à La Rochelle pour fondre sur le Maine et l'Anjou, Othon doit attaquer par le nord de la France et se diriger vers Paris. Mais comme vous le savez, les plans les plus simples ne se passent jamais comme prévu, surtout quand ils sont organisés par des Anglais, mais bon, ça c'est une autre histoire. Première déconvenue majeure, le 2 juillet 1214, le roi Jean est défait à la bataille de la Roche-aux-Moines par le prince Louis. Cette première menace écartée, Philippe Auguste peut donc envisager de partir à la rencontre des troupes de l'empereur dans le nord. Le 23 juillet, l'armée royale entre tambour battant en Flandre et plante l'oriflamme de Saint-Denis à Tournai. Sachant le roi tout proche, Othon, alors stationné à Valenciennes, avance ses troupes jusqu'à la ville de Mortagne. Après avoir consulté ses barons, Philippe Auguste décide de se replier vers l'île afin de trouver un terrain plus propice au combat. Il faut rappeler qu'il est alors en infériorité numérique. Aussitôt, l'empereur ordonne qu'on pourchasse l'armée royale afin d'en découdre au plus vite. Le 27 juillet 1214, alors qu'il le croyait en fuite précipitée, Othon est surpris de tomber sur l'arrière-garde de Philippe, non loin d'une petite ville nommée Bouvines. Nous sommes alors un dimanche, jour où il est strictement défendu de tirer l'épée, comme l'impose l'Église. Déjà excommunié, Othon décide pourtant, contre l'avis de ses barons, d'engager le combat malgré tout. arrêtez quand vous cherchez. Oh, ça va, oui? Ah ouais, non, je m'étais assoupi. Mais contre toute attente, l'armée de Philippe Auguste cesse subitement sa fuite, tourne les talons pour faire face comme un seul homme. L'oriflamme de Saint-Denis est levée, Philippe Auguste est au premier rang,
ici, en cette plaine de Bouvines, les nœuds les plus serrés des intrigues politiques qui se tissent en Europe depuis plusieurs années vont être, comme l'écrit Georges Duby, tranchés d'un coup. Soleil aux épaules, l'armée du roi de France incarne ici le camp du bien, prêt à répondre par l'épée aux velléités du camp du mal, où se trouvent les ennemis de la foi, attirés par l'argent anglais et par la rancune. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Fermez-la 2 secondes! En ce début d'après-midi, les Blancs font face aux Noirs. La bataille peut commencer. On pourrait tout d'abord remarquer que la fausse retraite de Philippe Auguste n'est pas innocente. Elle a permis d'attirer l'adversaire, largement supérieur en nombre, dans un véritable goulet d'étranglement, nouvelle Thermopyle, où la supériorité numérique n'aura plus le même effet. À l'ouest, les marécages empêchent tout débordement. À l'est, c'est la forêt qui délimite le champ de bataille. Enfin, le pont de Bouvines, gardé par l'armée royale, est d'une importance capitale. Lui seul permet de franchir la Marque à cet endroit et donc d'assurer ses arrières pour un moment. Venons-en à la disposition des armées maintenant. L'armée des coalisés est divisée en 3 colonnes, en 3 batailles. Sur l'aile droite, on trouve, flanqué à la Marque, le comte de Salisbury avec ses chevaliers et fantassins anglais. Puis Renaud de Damartin avec ses Brabançons, des miliciens redoutables. Au centre, l'empereur Othon a disposé devant lui des phalanges d'infanterie allemande avec une réserve importante de Saxons à l'arrière. Enfin, à l'aile gauche, le comte Ferrand aligne des chevaliers flamands et du Hainaut. Le moins que l'on puisse dire est que cette armée, malgré son surnombre, manque de cohérence et de coordination, ce qui va se vérifier. En face, l'aile gauche de l'armée royale est menée par Guillaume de Ponthieu et Robert de Dreux. En plus des chevaliers, on compte beaucoup de piétailles avec les gendarmes bretons, les milices de Dreux, du Perche, de Ponthieu et de Vimeux. Au centre, Philippe Auguste est entouré de ses chevaliers et dresse devant lui l'infanterie des communes d'Île-de-France et de Normandie, qui pour la plupart n'ont pas encore passé le pont et rejoindront la bataille progressivement. À droite, de nombreux comptes sont menés par Eudes de Bourgogne. On y trouve des chevaliers bourguignons, champenois, picards, soissonnais, mais aussi des sergents, c'est-à-dire des unités montées issues du peuple et non de la chevalerie. Les deux armées se font face et s'étirent sur environ 1,5 km. Selon les sources les plus fiables, l'armée royale comptait environ 1300 chevaliers, autant de sergents et entre 4 et 6 000 piétons. En face, bien que Guillaume le Breton, chapelain du roi et principale source de l'époque, avance une armée 3 fois supérieure, le nombre est quelque peu exagéré. L'armée d'Othon compterait en effet plus de chevaliers, plus de sergents et nettement plus d'hommes à pied que l'armée du roi, mais pas au point de lui être 3 fois supérieure en effectif. Quoi qu'il en soit, les hostilités sont lancées en ce début d'après-midi, vraisemblablement par Eudes de Bourgogne sans consulter le roi. Il envoie ainsi ses sergents soissonnés croiser le fer avec la chevalerie flamande, qui refuse de charger devant cette unité de faible valeur. Elle se contente alors de dresser un mur de lances et de contenir la charge. En réaction à ce premier affront, l'empereur Othon lance son armée à l'attaque. Il fait prendre à son infanterie allemande une formation en coin, tout droit dirigée vers la personne de Philippe Auguste. L'objectif est clair pour l'ennemi, tuer le roi de France au plus vite. Cependant, cette stratégie qui nécessite le renfort d'une partie de l'aile gauche et une concentration des forces au centre va vite créer une brèche dans la ligne des coalisés. Le comte de Saint-Paul s'en rend compte rapidement et, accompagné de ses chevaliers disposés en herse, crée une percée dans les troupes ennemies, semant le désordre et la panique dans les rangs flamands et menant à la capture du comte Ferrand. Au centre, ce sont les troupes d'Othon qui ont l'avantage. L'infanterie impériale formée en coin et hérissée de piques parvient même à atteindre le roi qui est désarçonné et jeté à terre. Pierre Tristan, son chambellan, fait barrage de son corps pour protéger Philippe et trouve la mort. Pendant ce temps, Galon de Montigny, oriflamme dans une main et épée dans l'autre, appelle au secours. Cet appel sera entendu et le roi ne devra son salut qu'à l'arrivée précipitée de ses chevaliers, qui repoussent l'infanterie allemande et lancent la contre-attaque. L'infanterie impériale recule et à l'arrière, les premiers fuyards défilent devant la réserve saxonne qui, paniquée, prend la fuite à son tour. Une débandade s'ensuit au cours de laquelle Othon est désarçonné par Enguerrand de Coucy, puis manque d'être tué par Guillaume des Barres avant de prendre la fuite sans demander son reste. Enfin, sur l'aile gauche française, les troupes de Robert de Dreux sont en difficulté, enfoncées par les hommes de Salisbury et de Damartin, contraintes de défendre le pont de Bouvines pied à pied. Désobéissant au roi, le frère de Robert de Dreux, Philippe, abandonne alors la garde du pont et lance ses 400 sergents en renfort. Une prise de risque qui porte ses fruits. Après la capture de Salisbury, les Anglais commencent à fuir. À ce moment, il ne reste plus que Renaud de Damartin pour résister à la poussée de l'armée royale. Avec ses chevaliers, il s'entoure de 2 rangées de sergents à pied et bataille jusqu'au bout.
Submergé par le nombre, il tentera une dernière fois de charger désespérément en direction du roi avant d'être neutralisé et capturé. Toute l'armée des coalisés est en déroute, Othon s'enfuit sous déguisement, la victoire est totale pour Philippe Auguste. La victoire de Bouvines, guidée pour certains par la divine providence, aura de nombreuses conséquences. Maître de ses ennemis extérieurs et des barons félons, Philippe Auguste s'érigera comme le souverain incontesté au-dessus de tous ses sujets. Renaud de Damartin et Ferrand de Flandre seront enchaînés et promenés dans les rues de Paris avant d'être jetés en prison. Lors de cette bataille, Philippe aura su rassembler derrière sa personnalité exceptionnelle des gens de tous horizons, preuve s'il en fut d'une autorité royale reconquérante. A l'inverse, Othon sera quant à lui déposé l'année suivante et Jean sans Terre se verra imposer par ses barons la Grande Charte de 1215, affaiblissant la monarchie anglaise. Philippe verra par ailleurs ses conquêtes sur le Plantagenet consolidées. Cependant, bien que les historiens de la Troisième République aient voulu faire de Bouvines le mythe fondateur du sentiment national français, il faut nettement nuancer cette affirmation. En effet, Philippe Auguste lui-même multipliera les efforts pour faire naître ce sentiment d'unité, mais à l'époque, la bataille est loin d'avoir eu l'écho qu'on lui prête aujourd'hui. D'ailleurs, au sud de la Loire, peu de personnes sont au courant de la victoire du roi. Il faudra attendre bien plus tard pour voir apparaître un royaume plus ou moins semblable à la France actuelle et souverainement dirigé par le roi. Un constat qui n'enlève rien au fait que Philippe Auguste a marqué, en ce dimanche de juillet 1214, la souveraineté de la France dans la chair de ses ennemis.